la thématique, ce sera plutôt le lien entre l'énéagramme et le niveau de conscience. Alors, par rapport à ça, quelqu'un qui ne connaîtrait rien au sujet, à un moment donné, ne vous inquiétez pas, je ferai un bref aperçu des 9 modes de fonctionnement dans l'énéagramme, ça va découler tout seul. Mais ce n'est pas là-dessus que j'ai envie de commencer, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors, quand on parle d'énéagramme, quelque chose qui est intimement, je dirais, structurel dans l'énéagramme, c'est ce qu'on appelle la théorie des centres. Nous avons tous ce que l'énéagramme va appeler un centre instinctif, ce que MacLean appelait le cerveau reptilien, ce que la tradition appelle les tripes. Donc ce centre, alors pour peu qu'on lui trouve effectivement des localisations cérébrales ou pas, qu'importe, cet organe, même s'il est virtuel, qui crée certaines fonctions, les fonctions du centre instinctif, c'est nous maintenir en vie, survivre, interagir avec le monde, se déplacer, toutes ces choses-là, c'est avoir un corps finalement. Pour certains, on dira être incarné. Donc on a un instinctif. C'est peut-être écrit petit pour ceux qui sont au fond. J'ai essayé d'écrire plus d'eau, instinctif ici. Et puis, on a aussi à notre service ce qu'on appelle un centre émotionnel. Alors, parfois on pourrait l'associer au cerveau limbique, on pourrait l'associer dans la tradition au cœur. Le centre émotionnel nous sert à quoi? Il nous sert à d'autres choses, il nous sert à relier. Autant le centre instinctif nous servait à sentir, autant le centre émotionnel nous sert à ressentir d'une façon différente. Donc à un moment donné, c'est la différence entre le reptile et le mammifère. Un reptile, alors, ceci sont des approximations, on est bien d'accord, c'est très schématique, mais un reptile standard, comme un petit lézard ou une petite tortue, sort de son œuf. Maman, elle est partie depuis bien longtemps. Il naît seul au monde. Et toute sa vie, il sera seul au monde. Il vit dans un monde d'objets. La mouche, c'est nourriture, pas plus. Un mammifère, quand il vient au monde, s'il n'y a pas les mamelles de la maman pour téter, il est mort. L'autre existe. C'est une question de survie. Donc à un moment donné, avec le mammifère apparaît ce centre émotionnel dont la fonction est de relier à l'autre, ou relier à soi-même aussi, puisque soi-même fait partie de ce tout. Et puis, de manière hyper flagrante chez l'être humain, donc émotionnel ici, de manière hyper flagrante chez l'être humain, va se développer ce qu'on appelle le centre mental. Le centre mental, ça sert à quoi? Ça sert à réfléchir. Et qu'est-ce qui réfléchit dans le monde qui nous entoure? Un miroir, ça réfléchit. Le mental est le lieu de la conscience réflexive. Je suis conscient que je suis conscient. Et le mental va servir à ça. Et pour faire ça, le mental va, puisqu'il a besoin de faire un miroir, donc de se voir soi-même, va créer ce qu'on appelle une représentation. Il va créer une représentation du monde à l'intérieur de laquelle il peut avoir sa place, l'individu porteur de ce mental-là, et du coup, créant cette représentation, va vivre dans sa représentation. Tous ceux qui ont fait de la PNL savent que la carte n'est pas le territoire. Le mental crée des cartes, et on finit par vivre dans ces cartes-là, au lieu de vivre sur le territoire que l'instinctif connaît très bien, au passage. Donc, on a ces trois fonctions-là, et toute la théorie, toute l'approche de l'énéagramme est totalement construite sur ces principes fondateurs-là. Et on va pouvoir finalement distinguer dans chacune de ces familles trois modes de fonctionnement à prédominance mentale, 3 modes de fonctionnement à prédominance émotionnelle, 3 modes de fonctionnement à prédominance instinctive. Et on aura ici un chiffre 9, qui est le chiffre de l'énéagramme. Alors, sans aller dans cette construction tout de suite,
qu'est-ce qui se passe avec ces centres? À un moment donné, vous avez un centre mental, un centre émotionnel, un centre instinctif. Vous pourriez en avoir d'autres. Et vous avez un truc qui s'appelle l'environnement. Il y a un seul... ouais, je crois. Je suis peut-être une... je sais plus. Vous avez un truc qui s'appelle l'environnement. Il y en a deux. Ah, il me semblait bien aussi. C'est dimanche matin, je ne suis pas bien réveillé. Il y en avait bien deux. Alors, comment ces centres interagissent avec l'environnement? Vous avez différentes solutions. La première solution, c'est je cause, je fais ce que j'ai à faire. Vous êtes ici dans un schéma qu'on pourrait, par abus de langage presque, qualifier de psychotique. Je vais vous raconter l'histoire de ce gars qui était chez lui en train de réfléchir à sa liste de courses au supermarché qu'il allait faire le soir, tout en riant aux éclats, tout en découpant son voisin en rondelles. Il n'y a aucune communication entre les différentes étapes, donc je peux très bien penser à quelque chose en découpant mon voisin sans avoir l'émotion qui va avec. C'est complètement... donc il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de point central qui se met en place autour duquel le « je suis » pourrait se structurer. Donc à un moment donné, étant donné que tous ici on s'est structuré autour d'un « je suis », hein, vaste débat, ça veut dire que ça ne marche pas comme ça. Ou alors ça veut dire que c'est pathologique. Et la solution qui a été trouvée dans un premier temps, c'est, j'en prends un au hasard, hein, de dire par exemple, tiens, lui là, ça va être le chef d'orchestre, et les autres, quand ils veulent interagir, ils passent par le garde-barrière. À partir du moment où on a ça, on a une unité, on a un point central autour duquel un « je suis » peut se créer, sans que ce soit complètement... avec une cohérence d'ensemble. Mais le problème, c'est que là, on va faire une identification. Et une personne qui serait dans ce schéma va avoir tendance à répondre inconsciemment à la question « qui es-tu » ? Je suis mes émotions. Une personne qui serait là, je suis mes pensées. Une personne qui est là, je suis mon corps. Ce qui est une identification. Parce que nous ne sommes pas nos pensées, nous avons des pensées. Nous ne sommes pas nos émotions, nous avons des émotions. Nous ne sommes pas notre corps, nous avons un corps. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'énéagramme va étudier ces fixations, ces identifications. Et au moment donné, quand je suis identifié, je crois être, j'ai une croyance identitaire. Je crois être quelqu'un, mais je ne suis pas ça, je suis quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et à un moment donné, ça c'est un état intermédiaire qui est un mal nécessaire pour créer une première unité. L'enjeu, et l'enjeu de l'énéagramme, le premier enjeu de l'énéagramme à la découverte, ce n'est pas une typologie l'énéagramme. Le vrai enjeu de l'énéagramme, c'est en premier lieu, première étape, de vous désidentifier. Ah, je suis beaucoup plus que ça, je ne suis pas ça. Et une fois que vous êtes désidentifié, faire le long chemin qui consiste à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, etc., pour arriver finalement à un mode de fonctionnement qui pourrait ressembler, pour ceux qui font de la systémique, ou qui font de l'approche intégrale ou des choses comme ça, à un système où tous les centres dialoguent entre eux, et où ce dialogue des centres entre eux crée une propriété émergente qui, elle, négocie avec l'environnement. Et cette propriété émergente, c'est le « je suis » de niveau supérieur. C'est un peu comme vous mettez deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène prises séparément, ça a des caractéristiques, vous les combinez, ça fait de l'eau qui n'a les caractéristiques ni de l'oxygène ni de l'hydrogène. Donc à un moment donné, l'enjeu, c'est de passer à ça. Et quand vous passez à ça, vous vous retrouvez dans une logique où
le mental, l'émotionnel, l'instinctif sont des outils au service de quelque chose de plus grand. Alors, dans la tradition de l'énéagramme, on appelle ça l'essence. Le qui je suis vraiment, et pas qui je crois être. Si on veut parler de l'essence, et qu'on introduit ce thème-là, je me vois obligé d'introduire un concept supplémentaire. Parce que vous trouverez dans la plupart des bouquins, l'énéagramme, c'est 3 centres. J'ai mis un rond avec un point d'interrogation, c'est pas pour rien. Je ne vais pas flipper le paperboard, là, je vais rester sur la même feuille pour que, même si c'est un peu petit ici, je vous propose dans ce carré, mais bon, avec de l'imagination, on va dire qu'il est très grand, de dire que ce carré, c'est le tout. Ça en fait des choses, le tout, hein, vous vous rendez compte? Et dans ce tout, il y a une petite bulle, c'est moi. Moi dans le tout. Et la question qu'on va se poser à ce niveau-là, et on vient au sujet de la conférence, c'est la conscience. Cette fameuse chose mystérieuse qu'est la conscience. La conscience, elle peut se poser où? La conscience, elle peut se poser sur moi. Ça s'appelle la conscience réflexive dont on a parlé tout à l'heure. Et on a un outil pour ça. C'est le centre mental. Le centre mental est l'outil qui sert cet organe qui sert cette fonction-là. Avoir de la conscience sur moi. On peut avoir la conscience sur le tout, sur tout ce dont je fais partie aussi. Vous avez un centre émotionnel pour ça. Hein, il sert à relier. Et puis on peut poser la conscience sur la membrane. Pardon. On peut poser la conscience sur la membrane. Alors, poser la conscience sur la membrane entre moi et non-moi, finalement, la membrane entre moi et non-moi, ben c'est quoi? C'est jamais que mon corps. Hein. Et là, j'ai conscience que j'ai une action sur la chaise. Cette conscience est portée par le centre instinctif. Et on retrouve notre schéma. Sauf que si on est rigoureux d'un point de vue scientifique pur, hein, et qu'on n'est pas en train de escamoter un bout de la question, on est obligé de se rendre compte qu'une membrane, ça se traverse dans les deux sens. Donc on a une conscience de mon action sur le monde, mais il faudrait poser une conscience de la manière dont le tout m'agit. Moi aussi. Que ça n'existe pas. Alors, ce point de conscience vers l'extérieur, c'est le centre instinctif. Le point de conscience vers l'intérieur, dans la manière dont le tout m'agit, moi je le baptise centre intuitif. Des gens comme Aurobindo appellent ça le mental supérieur. D'autres traditions l'appellent autrement. C'est ce fameux 4e centre. Ce fameux 4e centre qui nous connecte à plus grand que nous. Et qui nous connecte finalement à cette essence. Cette essence qui n'est pas aucun des centres. Cette essence qui est... Alors après, on rentrerait dans des présupposés plus ou moins métaphysiques et on pourrait avoir des discussions sur le sujet, ce qui pourrait être l'objet d'une autre conférence. Mais quelque part, cet intuitif, qui est un organe comme les autres, nous connecte à ce « je suis » de niveau supérieur qui est peut-être là pour faire quelque chose. Alors quand vous écoutez votre intuition, la vraie, j'entends. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, par rapport à ça, certaines personnes dans leur représentation ont du mal à accepter que cet intuitif fasse partie d'eux. Aucun problème. Ils ont juste projeté le truc, ils appellent ça un ange gardien. Par exemple. C'est une projection. À un moment donné, si vous avez vos 4 centres-là, c'est très bien, mais posons-nous la question de cette essence. Cette essence-là, elle va se poser dans une incarnation, qu'il y en ait une ou plusieurs, ça c'est d'autres débats, mais en tout cas, le concept d'essence est incarné, puisqu'on est là. Dans cette incarnation-là, qu'est-ce qui définit votre singularité, votre unicité? Le fait que c'est vous et personne d'autre dans l'univers n'est vous. C'est vos conditions initiales. Vous êtes né tel jour, à telle heure, avec telle température, de tels parents, de tel milieu familial, etc. Vous prenez ces paramètres-là, il n'y en a pas un qui a les mêmes.
Vous allez voir dans l'histoire de l'univers depuis le Big Bang, vous ne les avez jamais trouvés comme ça. Vous pouvez aller jusqu'à la nuit des temps, vous ne les retrouverez jamais comme ça. C'est une opportunité unique. Cette opportunité unique, c'est conditions initiales, ce qui fonde votre unicité. Peut-être que finalement, l'enjeu de la vie, c'est quoi? C'est peut-être d'exprimer ça, de donner cette chance à cette combinaison unique, de dire ce qu'elle a à dire, indépendamment de toutes les croyances et autres choses qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Mais ce vraiment nous-mêmes, de l'exprimer. Et finalement, ces 4 outils qui nous permettent de balayer le spectre des possibilités de conscience, qu'est-ce que c'est sinon des lentilles amplificatrices? Des lentilles amplificatrices qui vont vous permettre d'amplifier ces conditions initiales vers ce qui va être votre rayonnement, votre présence, si vous préférez, dans l'ici et maintenant. Donc on se retrouve finalement avec un modèle à 6 étages qui est complètement en affinité avec plein d'approches. Il y en a qui font de la PNL, ils connaissent les niveaux logiques de Diels. Environnement, conditions initiales, comportement, les behavioristes, les comportementalistes savent très bien qu'ils travaillent sur le centre instinctif et Pavlov et compagnie à ce niveau-là. Capacité apprentissage avec l'émotionnel, on apprend bien que quand il y a de l'émotion, ça c'est clair. Croyances et valeurs sur le mental, identité sur l'intuitif. Et mission sur là où j'ai mis un soleil. Votre identité n'est pas dans votre tête. À chaque fois que je vous pose la question « Qui êtes-vous » et que vous me répondez, vous me balancez de la croyance identitaire. Quand vous touchez qui vous êtes, c'est un moment merveilleux, mais ce n'est pas partageable. C'est pas partageable. C'est une expérience intime. Alors on peut le décrire, mais l'autre ne peut pas le toucher. Donc à un moment donné, l'enjeu, finalement, ça devient d'être pleinement dans son identité. L'enjeu de pouvoir être pleinement dans sa mission. Autrement dit, l'énéagramme, il va nous servir à quoi? Il va nous servir à nous désidentifier. Une fois que je suis désidentifié, le travail qui va être à faire, c'est d'apprendre à libérer. Alors l'identification, ça nous amènerait loin de montrer pourquoi, comment, il faudrait une journée. Mais l'identification, elle est au niveau émotionnel. Parce qu'à un moment donné, cette identification a été créée au moment où je me suis retrouvé confronté aux autres et avec la nécessité de relier et de la question qui s'est posée, il y a moi, il y a les autres, mais s'il y a moi, il y a les autres, moi qui suis-je? Et donc il y a une première réponse provisoire qui a été donnée à ça. Donc la désidentification va nous libérer ici. Et là, on va se heurter au mental. Vous savez, dans certaines fables, on entend parler du serviteur qui se prenait pour le maître. Ce mental, il va falloir lâcher prise pour laisser passer ce que l'autre au-dessus il a à dire. Ce modèle en 6 traits, vous avez quelque chose qui date de... le premier livre connu de l'humanité, ça s'appelle le Yi-King. Ceux qui ont fait du Yi-King, il y a 6 traits dedans. Et puis les traits, ils ont des noms. Alors le premier, c'est entré, le deuxième, c'est sorti là, en haut et en bas. Mais c'est très intéressant, parce que vous en avez un qui est là pour gérer les affaires du quotidien, je crois qu'il s'appelle préfet, donc l'instinctif. Il y en a un au-dessus, ils l'ont appelé passage, c'est là où c'est tumultueux. Intéressant. Les Chinois ont appelé celui d'après ministre, et celui dessus souverain. Le mental est un ministre. Donc le mental, c'est génial, il ne faut pas s'en débarrasser. Il ne faut vraiment pas s'en débarrasser. Il faut juste le remettre à sa place, au service d'eux. Si vous êtes capable d'être dans ce lâcher-prise, le mental va être un merveilleux outil pour... le mental, c'est une machine à fabriquer, à concrétiser quelque chose. Transformer, je dirais, une impulsion en réalité concrète, en planifiant, en organisant. C'est une machine à faire ça. J'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture, j'ai pas les sous. Ben dans 6 mois, j'aurai ma voiture. J'aurai fait un crédit, j'aurai fait des trucs, j'aurai ma voiture. Donc le mental, il sert à ça. Le mental, c'est un outil. Si vous le mettez au service de l'intuitif, qui vous connecte avec l'identité, le rayonnement, il est là.
Si vous ne faites pas ça, le mental, lui, c'est une machine qui a besoin de tourner, elle ne peut pas s'arrêter. Elle va aller chercher des désirs ailleurs. Hein. Il y a plein de pubs à la télé pour ça, pour vous mettre des schémas. Alors après, pour ceux qui ont fait de la systémie ou qui ont fait de la spirale dynamique, il y a plein de... C'est vaste. Il y a plein de choses pour nous alimenter et nous maintenir dans une transe. Parce qu'au final, là où je voulais en venir, c'est que tout ça, ce sont des transes. L'énéagramme est un outil d'éveil. L'enjeu, c'est de se réveiller. À un moment donné, partout où vous êtes identifié, et ça prend du temps de tous les identifier, à mon avis, ça prend largement une vie, mais quoi d'autre y aurait-il à faire? À un moment donné, partout où vous êtes identifié, vous dormez. Vous n'êtes pas là. Vous croyez être là. Mais vous alimentez juste un truc qui tourne tout seul. Donc, quelque part, l'énéagramme, c'est un outil pour ça. Alors, après, des questions que je peux avoir, c'est quand ici, ok, il va falloir que je lâche prise. Et puis, si votre identification, elle est sur un mental, elle est plus dure que pour les autres, hein, parce qu'il est bien bétonné, mais il est plus dur à lâcher dans une transe hypnotique quand on veut les mettre en transe. C'est bien connu, c'est des personnes qui sont très marquées par Lucis. Hein. Mais il y a des méthodes. Je vous explique dans hypno-énéagramme, il y a des trucs qui marchent très bien, mais c'est ceux qui résistent le plus. À un moment donné, tout d'un coup, j'ai un truc qui me vient. Alors, au passage, je ne vous avais pas dit intuition, instinct. Dans le vocabulaire courant de la vie de tous les jours, les gens ils confondent les mots. Hein. Ils utilisent j'ai l'instinct ou j'ai l'intuition que, ils mélangent un coup un mot, un coup l'autre. Mais oui, parce que le capteur, l'antenne est la même, c'est le corps. Sauf que là, ici, la membrane est traversée dans un sens et là dans l'autre. C'est-à-dire qu'un instinct, ça vient d'en bas, une intuition, ça vient d'en haut. Mais ça passe par le même canal, quelque part. C'est la couche corporelle. D'où la difficulté. Alors à un moment donné, j'ai un truc qui me débarque, une intuition. Il y a un problème supplémentaire. C'est qu'une intuition, en plus si votre intuition, elle vous arrive par le canal visuel, c'est encore meilleur. On sait très bien que notre mental, il sait fabriquer des images. Si je vous demande d'imaginer une girafe à pois vert, la top, tout d'un coup, vous avez l'image dans la tête. Vous savez très bien faire ça. Donc, à un moment donné, quand je suis un petit peu dans le mental, dans le doute, je vais avoir comme ça une intuition, mais est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est une projection? C'est celle-là. Une projection, quelque chose qui, en fait, je suis en train de projeter mon histoire et ça m'arrangerait bien que ça soit comme ça, mais tout d'un coup, j'ai la vision que mon concurrent direct sur le marché de ce que je fais comme produit, demain va avoir une crise cardiaque. C'est une intuition. C'est une intuition ou c'est quelque chose que j'aimerais bien? Vous voyez, ça n'arrive pas. Donc, à un moment donné, la difficulté, ça va être ça. Ça va être de savoir, est-ce que j'ai une intuition ou est-ce que j'ai une projection? Alors là, il y a quand même un truc intéressant, c'est que nos petits centres, là, ils sont reliés à des émotions. L'émotion instinctive, c'est la colère. L'émotion de l'émotionnel, c'est la tristesse. Donc on a un fond surpressif, c'est un mot que j'invente pour l'instinctif, et un fond dépressif pour l'émotionnel. Le mental cherchant à équilibrer les deux, dans la peur. Le doute, la peur, c'est le mental. Hein. Sur l'intuitif, l'émotion qu'on associerait, c'est la joie. La jubilation à se sentir être, etc. Donc à un moment donné, quand vous avez un truc qui descend, vous ne savez pas si c'est une intuition ou une projection. Apprenez à goûter la couleur que ça a. Est-ce qu'au moment où ça arrive, c'est jubilatoire, même si c'est une mauvaise nouvelle? Mais, ah waouh, quelque chose. Ou est-ce qu'au moment où ça arrive, c'est de la micro-stratégie, hein, ça ne dure pas longtemps. Au moment où ça arrive, est-ce que c'est, ouh, aïe, aïe, ça me fait peur ce qui arrive. Ça, c'est probablement une projection. Alors, avec de l'entraînement, c'est un truc qui peut être assez intéressant. L'instinctif, c'est colère, émotionnel, c'est tristesse, mental, c'est peur. Donc voilà, on se retrouve finalement avec l'énéagramme nous parle de notre identification égotique, c'est-à-dire de la fixation qu'on va faire
avec tout un système de représentation, de croyances et de valeurs au niveau du mental, sur qui on croit être. Et ce qui on croit être, bien sûr, va se construire au niveau du mental, ça fonctionne sur du non. Le mental ne dit jamais qui je suis, il dit toujours ce que je ne suis pas. Le petit enfant, dans la phase, à un moment donné, il y a la phase aux alentours de 2 ans où il dit non, 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 je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. D'où toute l'approche énagramme qui est construite sur ce que j'évite à tout prix. C'est logique. Alors, par rapport à ce truc-là, donc, ce que je voulais vous... Quelle heure est-il? Est-ce que je m'envole? Ouais, ça va. Ce que je voulais vous introduire un petit peu, c'est où nous mène l'énéagramme. Alors, c'est très bref, effectivement, c'est juste pour ouvrir un petit peu sur le genre de modèle qu'on va utiliser quand on va dans la profondeur de l'énéagramme, comme je le fais dans la formation énéagramme. On va complètement aller au fond de tout ça et du coup avoir plein d'outils pour comprendre plein de choses. Mais pour que ce soit complet, parlons-en de ces fixations. Parce que, si j'ai dit, il y a peut-être des gens aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler d'énéagramme, je leur avais promis que je leur parlais des 9 numéros. Donc, à un moment donné, on a 9 trans. Et comme j'ai déjà pu le dire, attention à la caricature, on n'est jamais complètement enfermé dans l'une ou dans l'autre, c'est plus subtil que ça. Mais soyons dans la caricature pour quelques minutes. Il y a différentes façons de se fixer et de dire je suis mes émotions, je suis mon mental ou je suis mon instinct. Il y a la façon de dire je suis mon instinctif et il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait rien à faire. Vous savez qu'on se sent exister dans la difficulté en tant qu'ego. À un moment donné, l'ego, s'il n'y a plus aucune difficulté, si tout est facile, il ne se sent plus exister. C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, il y a un problème. Il faut qu'il y ait un problème. Et quand je suis dans mon instinctif et que le problème il est dehors, est-ce qu'il est avec moi, ou est-ce que le problème il est dans la relation? Si le problème il est dehors, moi je suis instinctif, j'ai la colère, j'ai la pêche, là j'ai l'énergie qui vient du ventre, je vais vous le régler le problème. Et je fabrique du 8. Je vais être seul contre le monde entier. Et là, je vais éviter la faiblesse parce que bon, il va falloir que ça dépote. Et vous fabriquez un mécanisme 8. Si le problème il est à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et vous savez, au niveau de l'instinct, si dans la nature, donc des petites bestioles là, qui sont très instinctives finalement, entre je survis ou je me fais manger par le prédateur, ça se joue des fois au quart de seconde. La moindre erreur peut être fatale. La moindre de mes erreurs peut m'être fatale. Et je fabrique du perfectionnisme. Il faut que je sois toujours carré, etc. Je fabrique du... Si le problème il est dans la relation, il y a quelque chose qui pourrait mal se passer dans la relation, mais je vais chercher à ce que la relation se passe bien. Et paradoxalement, comme à chaque fois que c'est un problème avec la relation, paradoxalement, je vais planquer cet instinctif qui demande à... Parce que l'instinctif, c'est ce qui nous pose dans le monde. Donc je ne me pose pas, je fabrique du neuf. J'évite le conflit. Je reste tranquille. Tous les développements que vous trouverez dans la littérature sur ce qu'est le neuf. Donc on voit comment ça, cette fixation, plus là où je pose hypothétiquement le problème, va complètement fabriquer des modes de comportement. Au niveau de l'émotionnel, c'est la même histoire. Est-ce que le problème de l'émotionnel, c'est qui suis-je? Mais à qui je le demande? Est-ce que je le demande à l'extérieur? Et j'attends qu'on me dise, puisque je suis identifié à mon émotionnel, il y a une traduction. Qui suis-je égale est-ce qu'on m'aime? Et j'attends qu'on me dise qu'on m'aime. Donc je tire le premier, donc je donne plein d'amour conditionnel, donc je fais du 2. Ou est-ce que le qui suis-je, je me pose la question à moi? Et comme la réponse, c'est ben, pardi, tiens, je suis mes émotions, ça c'est clair. C'est très inconscient, ces processus, mais c'est là. Si j'ai les mêmes émotions que les autres, vu que je suis mes émotions, je ne peux pas exister. Donc il faut que j'ai des émotions plus différentes, plus fortes que les autres. Sinon, je n'existe pas. Pour exister, il faut que ce soit intense. Et je fabrique du 4. Soit la question elle est dans la relation, et si j'ai un problème de qui suis-je par rapport à la relation,
pour des raisons paradoxales qui s'expliquent aussi, je me mets à confondre être et faire. Je fabrique du 3. Je vais de réussite en réussite sans jamais, surtout jamais me poser 5 minutes sur une plage à ne rien faire, parce que là, j'ai la dépression qui me rattrape. Au niveau du mental, c'est la même histoire pour les 3 points qui nous restent. La question du mental, c'est la peur. Est-ce que le problème, il est dehors? J'ai peur du monde extérieur. Donc, il va falloir que j'y aille, hein. Mais avant, il va falloir que j'affûte mes couteaux. Donc, il va falloir que je comprenne. Je fais du 5. Il va falloir que je comprenne le monde, et quand j'aurai compris, je pourrai y aller. En attendant, je reste dans ma tour d'ivoire. C'est plus sûr. Est-ce que la peur, elle est de ce qui pourrait se passer dedans? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire dedans? Ben, que je souffre, que ça fasse mal, ça, j'en veux pas. Donc, je vais développer une attitude très saine, très optimisme, très la vie est belle, et surtout, tout ce qui n'est pas bon, je ne veux pas le voir. Ou est-ce que le problème, il est au niveau de la relation, et du coup, je ne sais pas trop, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je ne suis pas à la hauteur de la relation, est-ce que je vais être capable de m'en sortir tout seul dans ce monde? Non, peut-être pas, mais bon, du coup, peut-être, s'il y en a d'autres avec moi, à plusieurs, on va y arriver, hein, donc je fabrique du 6. Donc je vais me mettre loyal, à acheter ma sécurité par des comportements conformistes, des choses comme ça. Donc on voit complètement que cette structure construit tous les mécanismes et construit tous les faux points de conscience. Donc tout ça, c'est des faux points de conscience, tout ça, c'est des trans. On peut vraiment aller les chercher et les étudier en profondeur. Alors, soit dans un travail pour soi complètement indépendamment de la connaissance de l'hypnose, sur un cursus énagramme classique, ou alors aussi avec en complément cette connaissance de ce qu'est la transe, avec un travail sur l'hypnose. Donc voilà un petit peu les liens qu'on peut tirer entre cet énéagramme et qu'est-ce que la conscience, où est la conscience, où est l'identité, qui suis-je, bon, sur une version abrégée. Et voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous raconter ce matin.